Bonjour à tous. De plus en plus d'idées toutes faites circulent actuellement sur le zen. Première explication évidente, la récupération par la publicité et donc par la population d'expressions telles que être zen, zen ayant dans ce contexte le sens de cool qui suppose donc une idée de détente. Deuxième explication, moins évidente, certains pratiquants débutants ne perçoivent pas toutes les subtilités des enseignements. Ainsi, sans le vouloir, ils véhiculent une image erronée de cette tradition. Tout ceci n'est pas nouveau. Au 7e siècle, par exemple, le 6e patriarche, Maître Hainaut, s'était déjà attaqué à toutes ces fausses conceptions concernant le zen. Roland Reich va nous en parler. Alors, une surprise aujourd'hui dans cette émission. Nous avons invité un candide. Il s'agit de Patrice Van Hersel, journaliste et écrivain, et il posera les questions que vous vous posez. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine zen, vous êtes l'un des principaux responsables de la ZADI, l'association zen internationale, et vous enseignez un peu partout en Europe, en France, et plus particulièrement à Nice, où vous dirigez le dojo de la ville. Alors, tout d'abord, qui est Maître Hainaut ? Alors, Maître Hainaut est le 6e patriarche. Il a vécu au 7e et début du 8e siècle en Chine, et il est vraiment le patriarche à partir duquel on a vraiment parlé d'une école zen. Oui, parce qu'il faut dire que Bodhidharma, qui est le fondateur du zen, en fait, était né quelques siècles plus tôt. Oui, et Bodhidharma était une personnalité plutôt mythique, alors que Hainaut, on connaît bien son histoire. Principaux traits de son caractère ? Alors, les principaux traits de son caractère, c'est qu'étant orphelin très jeune, il n'avait reçu aucune culture, il était complètement illettré, et il a été touché très jeune par le bouddhisme, en entendant une phrase du Sutra du Diamant, alors qu'il vendait du bois sur le marché. Et cette phrase disait lorsque l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît. Et cette phrase l'a impressionné, lui a donné vraiment envie d'entrer dans la pratique de la voie. Alors, on peut rajouter que le Sutra du Diamant est l'un des sutras fondamentaux du zen, et qu'à partir de ce moment-là, dès qu'il a entendu cette phrase, en fait, il est parti à la rencontre du 5e patriarche, qu'il a tout laissé derrière lui, et vous dites à ce propos qu'il a fait preuve d'un esprit de décision qui devrait nous servir d'exemple, en quelque sorte, à tous. C'est-à-dire C'est-à-dire que la pratique de la voie de l'éveil, n'est pas quelque chose que l'on devrait pratiquer une fois qu'on a satisfait tous ses autres besoins ou toutes ses autres ambitions, mais ça devrait être vraiment la chose qui nous motive le plus dans notre vie. Et donc pourquoi on est prêt à donner une priorité absolue, c'est ce que lui a fait. Donc quand Trikare, écrivain et traducteur de textes fondamentaux du bouddhisme, dit qu'il incarne l'illumination du laïc, de l'illettré et du barbare, ça n'a rien de contradictoire, on peut quand même devenir un très grand maître zen. Oui, et c'est en cela qu'il est exemplaire. Ça veut dire que la pratique du zen est abordable absolument par tout le monde, puisqu'il n'y a pas besoin d'être un lettré, de savoir lire. Il faut surtout avoir la ferme décision de pratiquer la voie et développer sa propre intuition grâce aux enseignements du zen. Alors Patrick Carré, toujours à propos de sa méthode, maintenant dit à ce propos donc qu'elle transcende toute philosophie, tout dogmatisme et tout savoir dans la pure et simple sagesse. Alors ça demande quelques explications. Cette pure et simple sagesse, c'est la sagesse qui émane d'une pratique juste de la méditation et qui permet, en alliant une concentration juste et une observation intuitive de soi, dans l'instant, de prendre conscience de ce que nous sommes véritablement et de s'éveiller à notre véritable nature. À propos de la nature de Bouddha, on regarde tout de suite un extrait d'un documentaire magnifique réalisé par Arnaud Desjardins dans les années 60 au Japon. Ce n'est pas un enseignement au sens ordinaire du terme que le maître transmet aux disciples. Ce n'est pas un savoir, des connaissances, des idées, des informations. Le maître n'a rien à dire. Il donne à ceux qui en sont capables la possibilité de voir, juste voir ce qui est, ici et maintenant. Tout homme, sage ou fou, saint ou criminel, possède fondamentalement la nature de Bouddha. Tout homme, heureux ou désespéré, prospère ou misérable, est dans son essence libre, infini et éternel. À ceux qui le veulent plus que tout, avant tout, il est possible de le réaliser. Dans le zen japonais, cette prise de conscience s'appelle Satori.
c'est le Satori qui fait les maîtres. Roland, vous êtes d'accord avec cet extrait? Oui, oui. Justement, cette notion de nature de Bouddha, c'est vraiment fondamental parce que c'est par le fait que tout être est fondamentalement déjà Bouddha, qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des techniques lourdes pour y parvenir, mais qu'au contraire, il faut plutôt laisser tomber tout ce qui nous encombre et qui empêche cette nature de Bouddha de se manifester. Donc la pratique du zen est fondamentalement une pratique de dépouillement, d'abandon, de tout ce qui fait obstacle à la manifestation en nous de cette nature de Bouddha. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre livre, Éveil graduel et éveil subi, qui reprend en fait la biographie de Maître Hainaut et ses enseignements que vous commentez. La nature de Bouddha, à ce propos, il y a beaucoup de confusion. Ça fait partie des idées erronées dont il parle. Notamment, certains pensent que dès lors qu'on a la nature de Bouddha en zazen, on l'a tout le temps. Oui, oui, alors qu'en fait, en zazen, par la pratique de la concentration, on peut laisser se dissiper tout ce qui fait obstacle à l'intuition de cette nature de Bouddha et s'harmoniser avec elle naturellement en réalisant un esprit qui ne saisit rien, qui ne rejette rien, qui est complètement libre, qui est au-delà de tout but et au-delà de toute dualité. Il est clair que quand on rentre dans la vie quotidienne, cet état d'esprit est difficile à maintenir. Finalement, l'esprit d'éveil, la nature de Bouddha, qu'est-ce que c'est? L'esprit d'éveil, c'est la ferme résolution de réaliser cette nature de Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est ça fondamentalement l'esprit d'éveil. Alors, c'est-à-dire, parce que dans le Mahayana, donc l'une des branches du bouddhisme, on prend un vœu qui est très important, oui. Justement en relation avec cet esprit d'éveil. Alors on fait le vœu, aussi nombreux que soient les êtres sensibles et qui souffrent, de les aider tous à se libérer. Mais en réalité, c'est un des points fondamentaux de l'enseignement du sixième patriarche. Ce n'est pas moi qui peux vous libérer, vous éveiller, mais c'est la pratique elle-même qui vous met en contact avec votre nature de Bouddha. Donc vous ne pouvez que vous éveiller par vous-même. Le rôle du maître est de donner confiance dans le fait que chacun a la capacité de s'éveiller par lui-même. Chacun doit avoir confiance dans le dharma qui le met en contact avec sa véritable nature. Et donc dès lors, on peut aider les êtres, en tous les cas qui nous entourent, à réaliser cette nature de Bouddha. Tout à fait. Alors on va demander à notre candide, Patrice Van Hersel, de venir nous rejoindre pour poser vos questions. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour. Asseyez-vous. Alors Patrice, je vais vous présenter quand même en quelques mots. Très brièvement, on peut dire que vous avez été grand reporter actuel pendant plus de 20 ans. Actuellement, donc, vous êtes rédacteur en chef d'une revue, Nouvelle Clé, écrivain, journaliste, et vous avez publié de nombreux best-sellers, notamment La Source Blanche et La Source Noire. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser de façon précise? On n'a peut-être pas assez détaillé ce qu'est l'éveil, les contradictions de l'éveil, mais je suis sûre que vous allez avoir des questions à ce propos. J'ai des tas de questions. D'abord, je voudrais revenir, pardonnez-moi, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début, à savoir que la mode zen, c'est zen, ça date pas d'hier. Ça fait déjà, je me rappelle, autour de mai 68, il y avait le zen et la motocyclette, le zen et je me rappelle qu'à Actuel, justement, les copains aimaient beaucoup le zen, parce que d'une certaine façon, ça jouait avec des paradoxes, du genre, quel visage aviez-vous avant votre naissance? Oui, c'est pas un paradoxe, ça. C'est un des points essentiels, justement, de la pratique du zen, mais je crois aussi de l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire de revenir à cette conscience pure, originelle, antérieure à notre attachement à toutes les constructions mentales, à tous les concepts, à toutes les idées que l'on se fait au sujet de soi-même. Retrouver cette pureté originelle, qui est toujours là en nous-mêmes, mais que nous recouvrons parce que nous avons trop de pensées, nous utilisons trop notre tête, trop nos concepts, et nous ne sommes plus en contact avec ce que nous sommes au fond. Et retrouver le visage avant la naissance de nos parents, c'est ça. C'est retrouver ce qui en nous n'est pas pollué par nos pensées, nos concepts et nos catégories mentales. Donc c'est pas si paradoxal que ça, c'est même l'essence même. Simplement, du coup, ça permettait d'être insaisissable et le concept devenait élastique. Il rebondissait alors que, moi ce que je vois dans ce que j'ai vu à l'instant, c'est quelque chose de très sérieux et de très difficile, en fait, d'une certaine manière. C'est la voie, j'ai l'impression que c'est la voie la plus abrupte
d'aller directement à l'essentiel. Oui, c'est Donc, c'est une voie de déconditionnement, de libération, qui est justement une tentative de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire d'arriver à un éveil immédiat en ne rentrant pas dans une voie dualiste. C'est-à-dire de laisser tomber dès maintenant, dans la pratique elle-même, toute dualité. Par exemple, le 6e patriarche, Héno, dit généralement, les gens qui pratiquent la méditation veulent observer leur esprit. Mais si vous essayez réellement d'observer votre esprit, vous vous apercevez que cet esprit est insaisissable. Ce qu'on observe, ce sont des pensées, ce sont des rêves, des désirs, des phénomènes mentaux qui surgissent, mais l'esprit est insaisissable. Eh bien, observez cet esprit insaisissable, observez que votre esprit est insaisissable, et ça entraîne le lâcher-prise immédiat, et ça entraîne quelque chose de l'ordre de l'éveil, tout de Donc, c'est observer en fait toutes nos illusions. Voilà, c'est ne pas adhérer. Un des points essentiels de l'enseignement de Maître Héno, c'est de se détacher de nos illusions. Par exemple, ce n'est pas d'être... Beaucoup de gens pensent que le zen, c'est d'arriver à ne pas penser. Être zen, c'est être sans penser. Non, c'est ne pas s'attacher à ces pensées. Mais il y a naturellement des pensées qui surgissent dans l'esprit. L'important, c'est de réaliser un esprit vaste, comme le ciel, qui laisse passer les pensées comme des nuages, sans s'y attacher, mais aussi sans vouloir les éliminer. Parce que le vouloir les éliminer, c'est être dans la tension, dans la dualité. Et tant qu'il y a combat, il n'y a pas paix, il n'y a pas libération, il n'y a pas nirvana. Est-ce que des notions comme éveil, esprit d'éveil, ça vous parle, Patrice? C'est toute la question. C'est-à-dire d'être au balcon. J'ai l'impression que c'est une invitation à être au balcon de l'inconnu, avec un grand I, en utilisant des techniques qui finalement sont très universelles, comme la respiration par exemple. Oui. La concentration sur la posture sans pour autant être figé. Héno insiste beaucoup là-dessus. Il dit il y a des gens qui s'assoient et qui veulent à tout prix rester immobiles. Et en fin de compte, cette immobilité-là est une rigidité, est un figement. Et Héno recommande la fluidité, parce que notre véritable nature est fluidité. La véritable nature, c'est que tout est impermanent, tout passe, tout s'écoule. Et que si on veut s'immobiliser, et bien entendu, on n'est pas en harmonie. Par contre, ne lâcher prise, ne s'attacher à aucune pensée qui surgisse, ne pas non plus les combattre. Donc c'est la pratique du détachement, ce qu'enseigne Héno. Et c'est difficile parce que nous sommes, dans notre ego ordinaire, presque conditionnés à constamment nous attacher à quelque chose. Mais en même temps, que de souffrance à cause de ces attachements. Alors il est aussi difficile à pratiquer, mais il est difficile de ne pratiquer. La vie de quelqu'un qui ne pratique pas n'est pas facile non plus, maintenant. Alors, une dernière question très courte et une réponse très courte, s'il vous plaît. J'ai rencontré récemment un moine chrétien qui disait que le zazen l'avait aidé à être meilleur chrétien. Ça vous paraît? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas contradictoire. C'est pas du tout contradictoire. Moi, je pourrais relire les enseignements du Christ, je le fais de temps en temps, et trouver tout à fait le même esprit que dans le zen. Quand le Christ dit que le royaume des cieux est en nous-mêmes, c'est exactement l'enseignement du 6e patriarche. Merci à tous les deux. Roland Rège vient de publier aux éditions Yuno Kusen, Éveil subi, éveil graduel, toujours de notre invité et chez le même éditeur, La grande porte de l'éveil et voie d'éveil. L'ouvrage de Patrick Carré, dont nous avons parlé dans cette émission, est publié au Seuil. Il s'agit du Sutra de l'Estrade, du 6e patriarche, et dernier livre sur ce sutra. Il est édité par la Table Ronde. Je vous rappelle notre adresse pour toute correspondance, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEXES. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Très très belle journée à tous. Excellente semaine. À dimanche prochain. Le 25 mai dernier,